Bon vendredi à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes. C'est la dernière de la semaine. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. Et donc, découvrons la nouvelle expression qui parle du Sud-Ouest, comment Betty Assommo échappe à une embuscade. C'est le grand titre du journal. Le journal parle donc de cette mission effectuée par le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, qui a été donc attaqué par des individus armés. La riposte de l'armée camerounaise a permis de neutraliser 6 sécessionnistes, c'est à découvrir en page 3. Le journal parle également de Sur la route d'Etoudi, Jean-Jacques Ekindi, Espoir Matomba et Boboro Bekono confirment leur candidature. Donc c'est à découvrir en page 4 également de ce journal. Le journal s'intéresse aussi à la crise anglophone et parle donc des sécessionnistes qui vont vers Tchang. Ils ont perpétré de nouvelles exactions dans les localités de Fondonera et même Fongotongo. C'est en page 2 de ce numéro. Le numéro également disponible dans les kiosques ce matin. À lire toujours dans la presse, dans les kiosques aujourd'hui. Il y a Cameroun Tribune qui s'intéresse à Paul Biya, Moussa Faki Mahamat, tête à tête donc au palais de l'unité. Les deux hommes doivent se rencontrer aujourd'hui au cours d'une audience qu'il va accorder, en tout cas le chef de l'État va accorder au président de la Commission de l'Union africaine. Il sera question de parler notamment de l'insécurité et autres faits qui secouent les pays africains. C'est à découvrir également dans le journal Cameroun Tribune qui s'intéresse aussi à la finale. Espoir finale explosive dimanche. France-Croatie, donc c'est à découvrir dans le journal Cameroun Tribune et d'autres sujets aussi. Le journal Mutation qui est dans les kiosques s'intéresse au Sud-Ouest. Joseph Betty Assommo, donc pris pour cible selon bien sûr le journal, disponible dans les kiosques ce matin. Lorsqu'on parcourt l'article, on parle de ce convoi du ministre délégué à la Défense, et bien entendu à la charge de la présidente, ministre en charge de la Défense, et qui fait savoir que des sécessionnistes ont attaqué son convoi. C'était à Kumba, alors qu'il allait du côté de Kumba. Et donc, c'est à lire dans le numéro des membres de la suite du MINDEF blessés, 6 miliciens tués. C'est un bilan également évoqué par le journal Mutation de ce matin. Le journal parle également de l'affaire de la vidéo. Amnesty International sort du bois pour s'exprimer également sur cette question. Et aussi, on s'intéresse à la présidentielle 2018. Cabral Libi, il est 30 millions de francs CFA. C'est dans le numéro en page 9 de Mutation ce matin. Le journal Info Matin qui est dans les kiosques parle de succession de Paul Biya, encore un pétard mouillé contre Laurent Esso. Dans ce cadre-là également, c'est à lire. Le journal parle également de Betty Assommo qui ne recule pas malgré tout ce qui est arrivé dans les régions anglophones. Il va continuer à faire sa tournée, à effectuer dans cette tournée-là au niveau donc des régions anglophones. C'est dans le journal Info Matin de ce matin. Et puis le quotidien Le Jour s'intéresse toujours à la crise anglophone et parle donc de ces sécessionnistes qui attaquent le cortège de Joseph Betty Assommo. C'est en page 4 du journal. Le même journal parle également du transport routier, les mauvais points de la visite technique à découvrir également dans le dossier de la page 2 à la page 3 du journal. Le Jour disponible dans les kiosques. Également Émergence s'intéresse à autre chose, parlant de politique. Probable candidature de Paul Biya. Quelles conséquences pour le Cameroun? C'est une question, mais 10 experts se déchirent sur cette question, sur ce plan. Également, comme tous les vendredis dans Émergence, des experts s'expliquent sur un sujet phare comme celui-ci proposé par ce numéro ce matin. Le journal s'intéresse aussi au Sud-Ouest. Betty Assommo attaqué par les sécessionnistes. C'est un autre volet également à découvrir dans le journal qui parle également des 58 otages libérés en territoire nigérian par l'armée camerounaise. C'est dans le journal Émergence ce matin. Le journal Le Quotidien de l'économie parle de route de la Canne, une entreprise chinoise suspendue sur l'axe Bafoussam-Fumban. Quelles sont les raisons? C'est à cause notamment des faibles taux d'exécution des travaux. Et cette décision intervient donc au lendemain d'une réunion de chantier présidée par Bafoussam le 10 juillet 2018 par le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngano-Dumessi. C'est à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. D'autres sujets sont également à découvrir. Si vous faites un tour dans les kiosques, le journal parle également des manipulations, la météo plutôt, donc avec un vidéo montage pour déstabiliser les forces de défense camerounaises. C'est à découvrir
dans le journal disponible ce jour. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Ndongo, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci, Camille Nelly, bonjour. Flavien Malonongo, bonjour. Bonjour Georges Semé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, la nouvelle expression, comme bien d'autres journaux, s'intéresse à ce qui est arrivé au cortège du ministre de la Défense dans la région du Sud-Ouest. On parle par exemple de comment Betty Assomo échappe à une embuscade. Ça, c'est le titre de la nouvelle expression. Mutation parle de Betty Assomo pris pour cible. Et en même temps, le quotidien Le Jour qui revient et parle donc des sécessionnistes qui attaquent le cortège de Betty Assomo. Ce sont des titres bien graves, ce sont des titres qui donnent l'impression que ça ne va véritablement pas. Mais moi, je pense que cette situation ressemble à un gag. C'est un gag, tout simplement. On ne peut pas me dire qu'un ministre de la Défense qui se déplace avec un convoi exceptionnel de militaires, parmi lesquels 3, 4, 5 ou 6 généraux, et maintenant, on n'est pas capable de prévoir l'itinéraire, de sécuriser cet itinéraire, au point que il y a une embuscade qui est tendue dans un village dans lequel les maisons sont inoccupées. Les tirs viennent d'où et sont quels tirs? Ce sont des tirs de fusils de chasse. Nous avons dans notre armée, dans le convoi du ministre, des mitraillettes, des mitrailleuses et même peut-être même des lance-roquettes. On est incapable de prévoir. Et maintenant, quand le ministre passe, il va jusqu'au bout, on retourne, on l'attend au même endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été incapable de sécuriser d'abord le trajet aller du ministre. Vous allez me dire que tous ces officiers supérieurs, les lieutenants-colonels, les colonels qui vont dans les écoles de guerre, ils ne savent pas que dans une situation comme celle-là et dans un secteur aussi insécure, on ne peut pas, on y va comme on va dans une balade, on prépare le terrain, on balise le terrain, on sécurise le terrain. Et moi je suis surpris qu'on nous dise que le ministre de la Défense a été attaqué par des gens qui étaient tapés dans la maison. C'est incroyable. Il y a des hélicoptères, il y a même des voitures qui ouvrent la voie, des voitures qui ferment la voie. Et vous nous dites qu'un ministre est attaqué avec des généraux, mais c'est incroyable, c'est un gag. Est-ce qu'il n'y a pas de top dans le... Ce n'est pas une question, ce n'est pas une question de top. Moi, je pense que ce sont des précautions élémentaires. C'est des dispositifs élémentaires. Sécuriser le convoi du ministre à l'aller, sécuriser au retour. Et même essayer d'anticiper, se dire qu'à tel endroit, il peut y avoir une embuscade. Et maintenant, le journaliste qui était dans ce convoi, qui a été blessé, dont on voit d'ailleurs à notre expression la photo, qui a été blessé par des éclats de pare-brise. Il constate que ce qui est terrible, ce qui est significatif, c'est que ces sécessionnistes-là, ces gens qui les ont attaqués, avaient des fusils de chasse. Fusils de chasse contre des mitrailleuses, des lance-roquettes, des hélicoptères. Non, attendez, on est où? On est au Cameroun, on est dans une armée, l'armée camerounaise qui est l'une des armées les mieux équipées d'Afrique centrale et peut-être d'Afrique. Des gens avec des fusils de chasse vous attaquent à l'aller et au retour. Non, c'est un gag, c'est pas possible. Très bien. Alors, le sujet fait le tour de la presse, le traitement différent également, mais on sait quand même qu'il y a eu une situation dans la région du Sud-Ouest lors de le cortège du ministre de la Défense, comme s'il y avait des tops dans le cortège en question. Comment est-ce que une situation pareille ait pu arriver? Pour moi, ce sont des titres extrêmement graves. Et je ne partage pas du tout le point de vue du doyen qui trouve que ce sont des gags. Non, ce ne sont pas des gags, ça reflète plutôt la gravité de la situation qu'on vit aujourd'hui dans ces deux régions. Et je suis parfaitement d'accord avec lui quand il relève la légèreté du dispositif de sécurité qui a été enregistré lors du trajet du ministre de la Défense. Faut-il d'abord rappeler qu'il y a eu plusieurs fois des autorités camerounaises qui ont été attaquées. Il y a eu le gouverneur de la région du Sud-Ouest, il y a eu des préfets qui ont été attaqués, mais cette fois-ci quand même, c'est le ministre de la Défense et un ministre qui est délégué à la présidente de la République. Il était accompagné, comme le doyen l'a relevé, par un état-major assez important, une trentaine de véhicules dans un blindé, mais on ne saurait comprendre que à l'aller, ils soient attaqués et au retour également, ils soient attaqués. Donc c'est quasiment inadmissible, mais ça dénote de la gravité de la situation, comme je le disais, mais également ça me permet de tirer au moins deux conclusions. D'abord, que certainement il y a eu une défaillance de sécurité dans le fonctionnement du système en charge de la sécurité du cortège du ministre. Mais également, je pense que les sécessionnistes sont très bien renseignés sur les mouvements des autorités politiques et administratives camerounaises. Sinon, on n'aurait pas eu une double attaque à l'aller et au retour. Donc, ce sont alors, le renseignement part d'où, de toute façon? On devrait quand même se poser la question à ce niveau-là. Est-ce qu'ils ont... On peut soupçonner bien évidemment les infiltrations. On peut soupçonner des agents de renseignement qui peuvent être tapis dans la ville, mais également au sein de l'administration camerounaise, parce que ce n'est pas négligé. En matière de guerre, la communication est un instrument important et on ne néglige pas le fait que un renseignement puisse partir
d'un camp pour un autre. Ça peut être le cas également pour les sécessionnistes qui peuvent avoir des tops à leur intérieur et donner des renseignements plutôt côté gouvernemental. Donc, je crois que c'est bien de le relever aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier est extrêmement grave. D'abord, en ce qui concerne la sécurité des dispositifs administratifs lorsqu'ils se déplacent dans cette région, mais également en ce qui concerne l'occupation territoriale des sécessionnistes. Ça prouve bien que non seulement ils sont présents, ils contrôlent des espaces dans ces deux régions, mais également ils sont très bien renseignés sur le mouvement des personnalités du Cameroun. Donc, l'armée camerounaise devrait tirer les leçons de cette attaque et prendre toutes les mesures afin que ce type de choses ne se reproduisent plus, parce que ça donne l'impression que l'État n'existe pas, que notre dispositif de sécurité est complètement poreux. Mutation dit que c'est Joseph Betty Assoma qui était la cible. C'est l'armée qui était la cible. C'est l'armée qui était la cible. Et on nous dit même que Joseph Betty Assoma était dans un véhicule blindé. Un véhicule blindé, je veux bien. Mais je pense que où sont les hélicoptères? Nous avons des hélicoptères dans ce pays qui survolent toute la région. Où sont les voitures de convoi qui pouvaient ouvrir et fermer avec des mitrailleuses devant et derrière? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire où on ne sécurise pas? Moi, j'en sais, mais je persiste et je signe que c'est un gag. C'est tout simplement hilarant qu'un ministre de la Défense, accompagné d'un état-major assez important, se fasse attaquer par des gens armés de fusils de chasse. Non, écoutez, je ne sais pas si vous comprenez, moi ça fait rire. Face à une armée organisée, une armée bien outillée, une armée qui a fait des écoles de guerre et tout cela, qui sait ce que c'est que le déplacement en zone occupée ou en zone insécure. Vous pensez qu'il est normal qu'on vous dise que le ministre a été attaqué à l'aller et au retour? Il y a une différence au niveau des gens qui l'entourent. Il y a une différence au niveau des gens qui ont tracé l'itinéraire du ministre. Il y a une différence au niveau des gens qui sont eux-mêmes incapables de savoir que bon, dans telle zone, il peut y avoir une embuscade, dans telle autre. Ça veut dire qu'il y a une impréparation, il y a de l'amateurisme. Or, l'armée camerounaise est une armée très professionnelle. Et c'est pour ça que je dis que c'est un gag. Et vraiment, on aurait pu éviter de nous dire cela, mais c'est un gag. Le ministre de la Défense attaqué par des gens en fusil de chasse à l'aller au retour? Non mais attendez. Alors comprenez aussi que le gouverneur de la région a été attaqué dans sa propre région, donc ça peut arriver. Le gouverneur n'est pas le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est sorti avec ses meilleurs militaires. Voilà. Alors donc on peut parler de tout ça également dans la presse ce matin, parlant du Sud-Ouest, avec la nouvelle expression, le quotidien de jour qui parle des sécessionnistes qui attaquent le cortège de Betty Assoma. Et en même temps, on s'intéresse à la crise anglophone, toujours avec les sécessionnistes qui vont vers Tchang. Ils ont perpétré encore de nouvelles exactions dans les localités de Fondonera et Fongotongo. Ben oui, vous comprenez, ils ont un objectif maintenant, c'est-à-dire que continuer à installer une sorte de terreur, une sorte de panique. Ils sont arrivés à Fondonera et à Fongotongo, ils sont arrivés dans les villages, ils ont commencé à tirer pour que les gens s'enfuient et ensuite eux-mêmes sont partis. Ça veut dire qu'ils veulent faire peur aux gens, ils veulent que ces parties soient désertes, parce que leur problème à eux, c'est qu'il y ait une sorte de désert, de grand désert, que les gens soient complètement traumatisés et qu'ils ne reviennent pas. Parce que même ils ont tiré, ils sont repartis, et ils sont repartis dans le Libye. Mais ça veut dire que ce n'est pas leur terrain d'action. Mais seulement, ils veulent continuer, ils veulent élargir tout simplement le cercle de la terreur. Et je pense qu'une fois de plus, la balle est dans le camp des autorités militaires qui devraient comprendre que la base de ces gens, c'est le Libye. Maintenant, comment faire pour couper cette base? Comment faire pour éviter des incursions de cette nature qui vont tout simplement descendre dans la région de l'Ouest et peut-être même de l'autre côté, qui vont aller du côté du centre. Donc, leur problème à eux, c'est de faire peur aux gens, de tirer, comme ils ont tiré dans tous ces villages-là qui sont dans le Libye, où les gens sont enfuis. Leur problème, c'est que tout le monde ait peur, les villageois aient peur et que même l'armée ait peur. Mais seulement l'armée, le rôle, la mission de l'armée, c'est de sécuriser et justement de faire que la peur change de camp, que ce soit plutôt ces hommes armés qui aient peur. Georges Séméon continue d'observer qu'il y a davantage de déplacés avec tout ce qui est fait par des sécessionnistes selon la nouvelle expression. Oui, les combats ne sont plus circonscrits côté région anglophone. On a noté il y a quelques semaines une incursion de sécessionnistes, même dans la région du littoral, du côté de Penamboko. Et la nouvelle expression note cette autre incursion du côté de la région de l'Ouest à Fondonera et à Fongotongo notamment. Donc ça veut dire que, comme le dit le doyen, ces sécessionnistes sont en train d'élargir leur champ de terreur. Et ça devrait logiquement, sérieusement et particulièrement interpeller les militaires, nos autorités administratives. Comment est-il possible que ces incursions, avec tout le dispositif de sécurité qui existe, avec tous les moyens humains et matériels qui existent, qui ont été déployés, comment en arrive-t-on encore à ce que
ces historistes se déplacent d'une région à l'autre. C'est inadmissible. Je crois que peut-être, comme on a l'habitude de dire, le travail de l'autre est facile à lire, mais je pense quand même que s'ils faisaient bien le travail, on n'aurait pas eu ces incursions-là. Ils arrivent dans une ville, ils tirent, ils pillent, ils tuent et repartent. Et pourtant, je crois quand même qu'il y a les militaires qui sont dans ces villes. Mais malheureusement, ils arrivent à pénétrer, faire ce qu'ils ont à faire et repartir. Donc c'est extrêmement grave. Il y a désormais 3 régions sud dans lesquelles ils peuvent attaquer, en dehors des régions du sud-ouest. Il y a le nord-ouest, le littoral à Penaboko et maintenant dans la région de l'ouest. Donc c'est suffisamment inquiétant pour la situation sécuritaire dans notre pays. Le Cameroun n'a jamais connu ça. Et j'aimerais qu'on passe des discours aux actions. Parce que tant qu'il n'y a pas une action concrète de solution dans cette crise, ça ne s'arrêtera jamais. Et au fil des mois, au fil des années, ces sionistes ne font que élargir leur champ d'action et davantage terroriser les populations. Très bien. Alors, donc, crise anglophone, les sécessionnistes vont vers Tchang. C'est à lire en page 2 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Et autre chose également, on parle donc de la politique avec, sur la route d'Etoudi, Jean-Jacques Ekindi, Espoir Matomba et d'autres, en tout cas, qui confirment leur candidature. On lit de l'information à la une de la Nouvelle Expression et même le quotidien Le Jour qui parle de Jean-Jacques Ekindi qui annonce sa candidature. Ce sont là quelques informations. Et une question d'émergence. Quelles conséquences pour le Cameroun, parlant de la probable candidature de Paul Biya? Écoutez, sur le plan politique, je pense que la Constitution lui permet de se représenter. La révision de la Constitution est désormais loin aujourd'hui et ça lui permet de se représenter comme candidat à la course à la présidence de la République. Maintenant, sur le plan économique, je pense qu'il bénéficie d'un accompagnement économique des bailleurs de fonds, mais les indicateurs macroéconomiques internes du Cameroun ne sont pas tout à fait bons. Et ça peut jouer en sa défaveur. Et je me souviens d'un titre d'un confrère de l'Air du Sahel, je crois de mercredi, qui disait qu'il y a des chantiers inachevés du côté du Nord. Et des chantiers inachevés qui plombent la campagne de Paul Biya. Donc je pense que sa candidature pourrait être l'occasion pour les populations du Nord de lui demander des comptes par rapport à ces chantiers qu'il avait promis et qu'il n'a pas réalisé. Et maintenant, sur l'élection en tant que telle même, je pense que c'est un secret polichinelle. M. Biya va gagner cette élection et on repartira pour un nouveau septennat. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce septennat? C'est la grande question qu'il faut se poser parce que cette élection intervient quand même dans un contexte assez particulier avec cette crise anglophone que le Cameroun n'a jamais connue à ce niveau d'insécurité, avec cette histoire qui est devenue une histoire quasi quotidienne de Boko Haram et maintenant cette incursion encore du côté de l'Est. Donc le Cameroun, sur le plan politique, économique et insécurité, vit des moments particuliers et nos confrères d'émergence ont vu juste de s'interroger quelles en seront les conséquences si Paul Biya revenait à se présenter une fois de plus. Alors à côté de ça, il y a Jean-Jacques Ekindi qui a choisi la ville de Yaoundé, en tout cas pour annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Un peu comme si il y avait une nouveauté. Non, il fallait bien qu'il change. Attendez, on ne va pas toujours répéter la même chose. Vous en avez vu d'autres qui qu'est-ce qu'il a répété? Vous en avez vu d'autres qui ont choisi Ngaoundéré pour annoncer leur candidature. Vous savez, lors de la dernière élection, le président Biya lui-même avait choisi Monakele. Il n'avait pas choisi Yaoundé. Non, je pense que c'est parti. Le grand cinéma est parti, le grand cinéma électoral est parti. Il y a déjà des candidatures qui sont de plus en plus confirmées par les postulants, mais vous savez très bien que ce n'est pas tout d'annoncer la candidature. Il faut à chacun 30 millions de francs. Bon, 30 millions de francs pour la caution pour la présidentielle. Il est vrai que sur les 30 millions de francs, on va leur retrocéder une certaine partie en fonction de leurs résultats, mais ce ne sera pas tout de donner la caution de 30 millions de francs. Il faudra aussi de l'argent pour mener la campagne, de l'argent pour entretenir les scrutateurs, c'est-à-dire que ceux qui s'engagent aujourd'hui sont partis pour au moins 200, 300 ou 400 millions. Alors ceux qui n'ont pas 30 millions, comme Kabal Dibi, pour qui j'ai beaucoup d'affection, pour qui j'ai beaucoup de respect, dont j'ai beaucoup de respect pour son projet de société, mais qui n'a pas d'argent. Si déjà on arrive à côté... Non, mais ces militants disent qu'il a déjà les 30 millions, maintenant ils cherchent l'argent pour la campagne. Mais la campagne, ce ne sera pas 30 millions seulement, parce qu'il faudrait couvrir tout le Cameroun, et ce ne sera pas la chose la plus facile. Non, moi je veux dire que là aujourd'hui, ce journal qui pose la question, c'est la conséquence de la candidature de Paul Biya. Émergence. Mais Georges Semel l'a dit,
la Constitution permet au président Biya de se présenter ad vitam aeternam. Il n'y a pas de limitation dans les mandats. Donc, alors qu'il y avait une limitation, avant lui, il y avait 5 ans renouvelables, une fois, 2 fois. Les 7 ans, c'était renouvelable une seule fois. Et maintenant, avant la fin du dernier mandat, on a cassé, on a dit que non. Maintenant, c'est renouvelable. Ça veut dire qu'il a la possibilité de se présenter jusqu'à ad vitam aeternam, jusqu'au jour où il ne pourra plus le faire, ou bien Dieu ne lui permettra plus de le faire. Et d'un et de deux. Il y a aussi l'autre aspect. Maintenant, s'il gagne cette élection, parce qu'il va la gagner, le prochain mandat, ce mandat-là va s'arrêter en 2025. Nous ne serons pas encore arrivés au bout de l'émergence. Hein. Parce que l'émergence, c'est à l'horizon 2035. Et comme vous le savez, l'horizon, ce n'est pas un point statique fixe. Parce que quand vous arrivez à ce qui vous apparaissait comme l'horizon à un certain niveau, vous arrivez à cet horizon, vous voyez encore notre horizon. Et nous, on dit l'horizon 2035. Ça veut dire que même en 2035, il y aura un horizon. Donc, je veux dire qu'en 2025, à la fin de ce prochain mandat, on ne sera pas encore arrivé au niveau d'émergence. Mais que fera Paul Biya de sa victoire? Parce qu'il va gagner. Qu'est-ce qu'il va faire cette victoire? Moi, je pense que c'est la question qu'on devrait se poser maintenant. Alors, ce sont des sujets à découvrir dans la presse ce matin, sur la route d'Etoudi, Jean-Jacques Ekindi, Espoir Matomba également. Ce sont des jeunes, enfin, je voudrais parler d'Espoir Matomba, qui est un jeune, qui est déterminé, c'est la deuxième fois, et qu'il annonce sa candidature. On se souvient quand même le coup passé, et il a essayé, ça a donné ce que ça a pu donner. Cette fois-ci, il espère quand même. Écoutez, c'est un challenge intéressant pour ces jeunes qui veulent challenger des vieux habituels de cette compétition. Jean-Jacques Ekindi, Monsieur Biya, on nous annonce également Boboro Bekono qui est aux environs de 65 ans déjà, mais à côté de cela, il y a quand même des jeunes politiciens qui veulent faire valoir leur programme, leur projet politique. Je pense que c'est une bonne idée. Vous savez que la question du renouvellement de la classe politique s'est toujours posée avec acuité dans notre pays, parce que on a souvent taxé que cette classe politique était constituée de trop de grabataires, qu'on soit fonctionnaire ou alors qu'on soit homme politique. Qu'il y ait du sang neuf à travers des jeunes, c'est une bonne idée. Mais est-ce que ces jeunes ont-ils les coups de franche pour affronter ces vieux entre guillemets? En même temps, on ne parle pas que du genre dans les différentes candidatures, sauf si c'est encore dans les coulisses. Mais vous savez, du genre vous dites. Mais je pense que la compétition est ouverte à qui veut s'y engager. La loi, le code électoral est clair là-dessus. Si vous êtes un candidat indépendant, vous avez besoin de 500 signatures. Alors si vous avez un parti politique qui a au moins un conseiller municipal, vous constituez votre dossier, vous déposez votre question. Donc le jeu démocratique à la présidentielle est ouvert à tout le monde. Donc la question déjà peut être évacuée très rapidement. Mais j'allais poser plutôt la sempiternelle question des moyens lorsqu'il faut aller dans ce type de compétition. Est-ce que ces jeunes auront non seulement le discours adéquat pour adresser à l'électorat, mais également les moyens pour engager une telle campagne électorale? Tout à l'heure, on prenait le cas de Kabalibi, qui aurait déjà ces 30 millions de francs CFA de caution, mais est-ce qu'il aura la cagnotte indiquée adéquate pour couvrir territorialement les scrutateurs à tous les niveaux également? C'est donc à ce niveau que en même temps, c'est donc à ce niveau que ces vieux-là vont peut-être gagner cette compétition, notamment le président de la République qui a non seulement l'appareil étatique avec lui, qui a les moyens financiers, qui n'a même pas d'adversaire dans certaines régions. C'est une bonne idée néanmoins que des jeunes tentent ce challenge, mais je pense qu'il y a encore des barrières financières, certaines choses qui font que les vieux seront toujours au-dessus des jeunes. Ils semblent avoir les moyens de leur politique, donc ils ne peuvent pas s'engager, sinon pas des possibilités, sinon pas des moyens pour aller à une compétition comme celle-là, sachant bien que il faut avoir des scrutateurs à tous les niveaux, partout on voudrait grappouiller un peu quelques voix et avoir un résultat aussi intéressant. De toute façon, ils comptent sur leur projet de société qu'ils offrent au Camerounais comme un rêve. Vous savez, le Cameroun a besoin d'un rêve. Le Cameroun a besoin de rêver. Le Cameroun est sevré de rêve depuis très très longtemps. Il porte certainement des rêves. Vous le classez parmi les animateurs de la scène politique? Ce sont des acteurs. Animateurs, mais ils animent l'élection présidentielle, puisque sinon, Paul Biya serait tout seul. Non, il fallait bien qu'il y ait des challengers. Ils seront là, ils sont nombreux. Ils savent très bien, ils connaissent... permis la casse de plusieurs centaines de maisons n'a encore rien produit. C'est-à-dire on a cassé et on attend.
les voies de communication sont complètement nulles. La route qui mène vers le stade de Yassa, ne m'en parlez pas. Vous pensez que c'est en 3 mois qu'on va le réaliser? Et bon, maintenant, regardez même l'état de la ville de Douala avec des ordures partout. Moi, j'ai même peur parce qu'il faudrait que les observateurs de la CAF, quand ils vont arriver, qu'on les balade aussi dans la ville de Douala pour voir comment, pour qu'ils puissent faire aussi l'inventaire de la quantité de détritus qui jonchent nos rues. C'est pas très honorable. Mais non, mais il faut qu'ils vivent ça quand même. Je sais même vous dire que c'est un tout. Le tout, c'est pas seulement les stades, c'est pas seulement les hôtels, c'est même les rues, c'est les hôpitaux, les services. Non, franchement, moi je pense que nous sommes sérieusement en retard et j'ai l'impression que tous ces gens vont faire mentir le président Biya qui avait dit que les stades, tout sera prêt au Cameroun le jour dit. Bon, il ne faudrait pas que les gens sont en train de démontrer qu'on est en train de vouloir amener le président Paul Biya à se dédire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, l'avancée des travaux, non, c'est vraiment à la vitesse. Pas de la tortue, mais de la limace. Merci à vous, chers messieurs. Alors, nous laissons le son lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose ce matin. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end et surtout sans excès. Comme il existe très souvent le vendredi soir. Alors, je vous souhaite également à vous aussi les rendez-vous du week-end donc sur Equinox Télévision, dimanche avec vous, et également en 3D réponses, et aussi samedi, d'autres programmes intéressants. Ne quittez pas. Restez sur votre chaîne. Bon week-end.